demain à 23 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Et à la une ce soir, François Hollande en Corse. Le président de la République a promis le soutien de l'État contre le crime organisé. Il s'est montré en revanche très réservé sur les évolutions de la décentralisation voulue par les élus. Le Sénat vote la création du Grand Paris. Il s'agira d'une métropole dont les compétences se limiteront aux questions stratégiques. Les communes garderont les services de proximité. Et le Sénat qui s'empare de la réforme des retraites. Le texte arrive le 28 octobre en séance. Cette semaine, la Commission des affaires sociales a multiplié les auditions, notamment sur la pénibilité. On en parle avec notre invitée ce soir, Annie Jolivet, chercheuse au Centre d'études de l'emploi. Bonsoir à tous et merci pour votre fidélité. Pour la première fois depuis son élection, François Hollande a tenu à commémorer le 70e anniversaire de la libération de l'île. Il s'est rendu en Corse pour rendre un hommage au préfet Claude Érignac, assassiné en 1998. Puis il a ensuite abordé le volet décentralisation. On l'écoute. J'étais avec les parlementaires de la Corse, les présidents d'exécutifs, et nous évoquions le dialogue républicain qui est souhaité pour que nous cherchions ensemble, de bonne foi, les voies et les moyens de mieux tenir compte de la spécificité de votre île. Le gouvernement y répondra en recevant prochainement les élus de l'Assemblée de Corse dans le cadre de la République. Vous le constatez, cette visite s'inscrit dans un contexte institutionnel particulier. L'Assemblée de Corse s'est prononcée pour une place spécifique de l'île dans la Constitution française. Une demande assortie d'autres revendications. Cécile Sixou. Il est venu parler histoire, mais ce matin à Ajaccio, François Hollande n'a pu échapper aux questions politiques. Pendant une heure à huis clos, il a entendu les élus de l'île. Restreindre l'accès à l'immobilier aux non-résidents, collecter directement une partie des impôts ou encore rendre co-officielle la langue corse. Ils veulent un article dans la Constitution qui reconnaisse les spécificités de l'île, une réforme institutionnelle sur laquelle le président est resté plutôt prudent. On ne change pas la Constitution simplement par la volonté du président de la République. Ça suppose une majorité et 3/5 au Congrès. Et donc ça doit se faire avec cette prudence, cette précaution. Les élus gardent espoir de voir la Corse au menu des futures réformes, mais savent que depuis l'échec de la révision constitutionnelle, François Hollande marche sur des œufs. Il sait que ce n'est pas possible. Lorsque vous avez dans l'opposition des gens qui vous disent, même si nous sommes d'accord, nous voterons contre. Donc voilà la réalité du problème. Il y a des gens qui disent, même si nous sommes d'accord, nous voterons contre. Donc c'est compliqué. Les élus de Corse, reçus dès la fin du mois par le gouvernement, espèrent bien convaincre aussi les parlementaires. Ils frapperont à la porte des groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat pour se faire entendre. Mise en examen de l'ancien trésorier d'Édouard Balladur, René Galli-Dejean, pour complicité de détournement de fonds publics dans l'enquête sur les soupçons de financement occulte de la campagne présidentielle de 1995. L'avenir du Grand Paris dans les mains des sénateurs à la création de cette métropole qui doit absorber 3 départements de la petite couronne fait l'objet d'âpres discussions depuis hier dans l'hémicycle et les sénateurs viennent de trouver un compromis. Les explications de Jérôme Rabier. Pour l'adoption 204 contre 133. Le Sénat a adopté. Il en aura fallu du temps pour que le Sénat livre sa version de la métropole du Grand Paris. Le fameux article 12 du projet de loi qui crée cette nouvelle structure a entraîné de très longs débats. La structure ayant été adoptée hier, restait à définir les compétences et les contours de cette métropole. Maintenant que l'architecture est à peu près adoptée, la démocratie fait qu'il y a une centaine d'amendements sur les modalités pratiques de cette construction. Ça prend du temps parce que chacun exprime ses peurs ou ses espoirs et que donc forcément ça entraîne des discussions.
Des discussions qui se sont poursuivies à l'heure du déjeuner avec la ministre pour tenter d'accélérer l'examen du texte, car seulement 17 amendements avaient été étudiés à la mi-journée et les sénateurs s'inquiétaient de ne pas pouvoir tout voter dans le calendrier prévu. On peut aller jusqu'à 2 h du matin là. C'est bien parti pour. Moi je suis pas d'accord. Dans l'après-midi, le rythme s'est donc accéléré et la position de certains sénateurs UMP emmenés par Philippe Dallier, qui souhaite une forte intégration à la métropole, a permis de dégager une majorité pour voter la création de métropole du Grand Paris, même si des divergences persistent. De toutes les manières, tout le monde n'était pas d'accord sur la manière de construire la métropole. Donc le Sénat progresse, à mon sens plutôt positivement, mais il est évident que ça prendrait du temps. La version du Sénat qui laisse la gestion des services de proximité aux communes ou aux regroupements de communes a donc enfin permis de dégager une vision nette de la métropole du Grand Paris. C'est une mesure qui fait parler beaucoup d'elle depuis hier. Il s'agit de cette demande d'un sénateur. Il propose d'interdire le téléphone aux piétons. Alors bonsoir Tam, d'où vient cette idée un petit peu curieuse, il faut bien le dire. Oui, Delphine, le téléphone portable, c'est dangereux quand on conduit, ça on le savait, mais c'est aussi dangereux quand on marche. En tout cas, c'est l'avis du sénateur Pierre-Bernard Raymond, sénateur non inscrit, qui a hier adressé une question écrite à Manuel Valls. Sa question écrite, c'est « Est-ce qu'il ne serait pas utile pour assurer une meilleure sécurité des piétons de leur interdire le téléphone portable ?» Vous imaginez Delphine l'effroi sur le web, alors que la 4G est enfin arrivée dans nos villes, mais à quoi va-t-elle donc servir? Bon, plus sérieusement, cela fait beaucoup rire les internautes sur la toile qui en font des gorges chaudes. Alors vous avez peut-être un petit peu tronqué quand même la pensée du sénateur et Tam, parce qu'il pense quand même aux piétons qui traversent la rue. Et oui, ouf, les piétons sur trottoir seront donc toujours connectés. Ce n'est pas à eux que pense le sénateur, mais effectivement à ceux qui empruntent les voies ouvertes à la circulation automobile. Ce n'est pas si saugrenu que ça d'ailleurs comme idée, puisqu'en 2011, il y a un sénateur démocrate américain qui a livré le même type de réflexion. Alors selon Pierre-Bernard Raymond, il faudrait donc interdire aux piétons sur chaussée de téléphoner, d'écrire des SMS ou encore de surfer sur leur smartphone. L'histoire ne dit pas si le kit piéton leur serait toujours autorisé. Merci beaucoup Tam et on vous retrouve la semaine prochaine. Gérard Larcher, le sénateur maire UMP de Rambouillet, ne briguera pas un 6e mandat. Élu à la tête de cette commune des Yvelines sans discontinuer depuis 1983, il n'envisage pas pour autant de prendre sa retraite et n'écarte pas d'ailleurs la possibilité de regagner la présidence du Sénat en 2014. Je vous le disais en titre, la commission des affaires sociales du Sénat multiplie les auditions préparatoires avant l'examen du projet de loi de réforme des retraites. Jeudi, elle a organisé une table ronde avec des représentants du patronat. L'occasion pour le MEDEF de soulever la question du financement de cette réforme. Écoutez. Il passe sous silence les besoins de financement des régimes publics, des régimes spéciaux, qu'il ne traite pas non plus d'un sujet dont les partenaires sociaux vont devoir se réemparer très rapidement, qui est celui des besoins de financement des régimes complémentaires du privé. Ce préambule étant fait, un premier sujet d'interrogation tient à l'objectif de retour à l'équilibre pour le régime général. Tant on peut douter d'un certain nombre d'hypothèses, et notamment de l'hypothèse centrale d'un taux de croissance à 1,6% sur la période 2011-2020. Et arrêtons-nous ce soir sur une des dispositions contenues dans le projet de réforme des retraites. Il s'agit de l'ouverture d'un compte personnel de prévention de la pénibilité. Mais vous allez le voir, cette notion reste difficile à définir. Les explications de Mounir Soussi. C'est un des serpents de mer à chaque réforme des retraites, l'évaluation de la pénibilité au travail. Aujourd'hui, 3 aspects sont principalement pris en compte: les contraintes physiques liées à la manipulation de charges, la nature plus ou moins agressive de l'environnement de travail si le salarié est au contact de produits chimiques ou de forte chaleur, et enfin les rythmes de travail. Des critères incomplets pour les syndicats qui mettent en avant les risques d'exposition multiples. Lorsqu'un salarié travaille sur le bord de la route, il y a des poussières de gasoil, c'est d'actualité. Il y a le port de charge lorsqu'il va porter une bordure. Il y a le bruit, ne serait-ce que le bruit ambiant. Comment ces critères vont être mesurés? On n'a aucune piste de réflexion donnée dans cette réforme. Les facteurs de stress et psychologique n'entrent pas dans le calcul de la pénibilité.
Nouveauté dans le projet du gouvernement, la création d'un compte pénibilité dans lequel le salarié accumule des points en fonction du degré de difficulté de son emploi. Avec ces points, il pourrait soit obtenir une formation, passer à temps partiel ou profiter d'un départ en retraite anticipé. La réforme devrait coûter 500 millions d'euros à l'horizon 2020. Elle sera principalement financée par des cotisations patronales. Et pour prolonger la discussion sur ce thème, nous accueillons sur ce plateau Annie Jolivet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse au Centre d'études de l'emploi. Alors on vient de le voir dans ce reportage, c'est particulièrement difficile de définir la pénibilité. Où commence-t-elle ? Alors la pénibilité, il n'y a pas une définition qui couvre toutes les formes de pénibilité. Ce qui a été retenu dans le compte pénibilité, c'est uniquement la liste des critères de la loi de 2010. Donc effectivement, j'entendais l'interview précédente, effectivement, il n'y a pas les risques psychosociaux. Pour une raison simple, ce qui a été retenu, c'est a priori des expositions qui ont des conséquences sur l'espérance de vie sans incapacité. Donc ce sont ces critères-là en premier lieu qui ont été retenus. Donc évidemment, la loi ne couvrira pas toutes les formes de pénibilité. Certaines seront donc couvertes par le système de retraite avec une compensation, et pour les autres, on reste dans le cadre d'une amélioration de discussion dans les entreprises. Donc ça reste de l'ordre de la prévention et de l'amélioration des conditions de travail. C'est une notion décisive car elle va permettre à certains salariés de prendre leur retraite anticipée. Oui, mais elle est décisive, mais elle n'est pas impossible à définir dès l'instant qu'on a une liste de critères, une façon de concevoir l'attribution des points et une façon de concevoir la façon dont ces points sont valorisés ensuite en termes de compensation. Alors, ce qu'il a été décidé bien, c'est qu'il y a un allongement progressif à 43 ans, en fait, d'ici à 2035, de la durée de cotisation. Est-ce que vous pensez que ça peut permettre de garantir la viabilité du système des retraites, cet allongement ? Alors, je ne suis pas spécialiste des questions financières, mais je ne suis pas certaine que les 43 ans soit facile à mettre en place. Je ne suis pas sûre que tout le monde ira à 43 ans de toute façon. Je pense même plutôt le contraire. Donc la crainte à voir, c'est plutôt la baisse du niveau des pensions pour au moins une partie de la population qui n'ira pas jusqu'au bout de ces 43 ans. Parce que vous travaillez en particulier bien sûr les seniors qui travaillent ou qui sont au chômage, et vous pensez qu'aujourd'hui les entreprises ont du mal de plus en plus à garder des salariés au-delà de 65 ans, c'est ce que vous dites dans les entreprises ? Mais on n'a pas beaucoup d'expérience de la période entre 65 et 67 ans, sauf pour certaines professions ou pour des professions qui n'ont pas de pénibilité physique par exemple. Mais de plus en plus, quand même, les entreprises se retrouvent confrontées à des populations de ces âges-là. Évidemment, ça dépend des secteurs, ça dépend des métiers. Non, je ne pense pas qu'il y ait de difficulté fondamentale. La difficulté, c'est de faire en sorte que le travail puisse être tenu jusqu'à un âge avancé ou qu'un autre travail puisse être proposé. Ça dépend également du marché de l'emploi pour ces seniors sans activité ? Alors pour les seniors sans activité au chômage, c'est particulièrement difficile puisqu'il y a quand même des barrières au recrutement. Mais l'âge, a priori, n'est pas une barrière incontournable pour travailler. Après, tout dépend des conditions d'emploi, des conditions de travail et de l'état de santé de la personne. Alors justement, quel est l'impact sur la santé des seniors si on rallonge cette durée de cotisation à 43 ans ? J'imagine que les Français vont mal vieillir peut-être au sein de l'entreprise. Je ne suis pas sûre que le problème, ça soit de passer de 41 à 42 ans ou 43 ans. La question, c'est de savoir si on aménage les choses pour que les personnes puissent rester. Et puis je vous rappelle qu'on vieillit dès le début. Et donc, ce n'est pas uniquement la question des seniors qui se pose, c'est aussi de garder en bonne santé les trentenaires, les quarantenaires et les cinquantenaires pour qu'ils puissent être jusqu'au bout en emploi, s'ils le souhaitent. Merci beaucoup Annie Jolivet d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est la fin de 24 heures Sénat. Bon week-end et à lundi.